Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débat organisé par le magazine Décideur et le cabinet d'avocats Winston Strawn autour des données de santé aujourd'hui. La crise sanitaire a mis en lumière les très nombreux enjeux qui gravitent autour des données de santé. Des données qui doublent dans le monde tous les 73 jours en raison notamment de l'accélération de la recherche et du développement de la médecine personnalisée et prédictive. Si cette croissance exponentielle est riche de promesses, elle fait naître aussi de très nombreux enjeux, à la fois médicaux, business et éthiques, et pose la question de la collecte de ces datas, leur traitement et leur préservation. Pour parler de ces sujets plus que jamais d'actualité, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Gilles Bigot. Bonjour Bonjour Coralie. Gilles, managing partner du bureau parisien du cabinet d'avocats Winston Strawn, et Stéphane Messica. Bonjour Bonjour. Stéphane, dirigeant de Kinaps, donc cabinet de conseil en transformation digitale, spécialisé en data et IA, et fondateur également du collectif Codata. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, Gilles, peut-être pour introduire cette problématique aujourd'hui, en termes juridiques, qu'est-ce qu'une donnée de santé? Qu'est-ce qu'on appelle une donnée de santé? Oui, c'est très important de commencer par là, Coralie. Et une donnée de santé est bicéphale. Sur le plan juridique, elle relève de deux acceptions. La première correspond à ce que prévoit le Code de la santé publique, son article 1111-8, qui en réalité, et pour simplifier, en fait une donnée médicale. De données de santé, on passe à données médicales. L'autre acception, plus large, en fait une donnée personnelle, mais concernant la santé, et cela relève de l'article 4 du RGPD, Règlement général pour la protection des données. Voilà les deux angles, les deux prismes de définition que l'on peut donner à une donnée de santé. Alors aujourd'hui, ces données sont partout, à la fois dans l'utilisation d'une montre connectée, ou aussi sur les forums de discussion autour de la santé sur internet. Quels sont aujourd'hui les principaux enjeux, mais à la fois médicaux, business et éthiques de Oui, ces données de santé? c'est très important de poser cette question. Pour les données dites médicales, seuls les professionnels tenus au secret médical peuvent collecter, rassembler et faire traiter ces données auprès d'organismes habilités. Je parle bien des données médicales. Pour les données concernant la santé, si l'on doit faire des distinguos, c'est un petit peu plus large. Néanmoins, les enjeux restent les mêmes, à savoir la protection de l'intimité, de la vie privée, de l'état de santé qui touche au plus profond de soi-même, et un certain nombre de règles ont été mises en place, ainsi que des moyens, dont Stéphane pourra parler à son tour, qui semblent apporter la sécurisation de cette nouveauté, on parle d'un recul de 5 à 10 ans, que constitue l'intérêt pour le monde médical scientifique et les patients, et nous-mêmes, qui sommes de potentiels patients, d'optimiser par la collecte de ces données intimes, mais on l'espère relativement anonymisées, le parcours de soins et les soins eux-mêmes tels qu'ils seront apportés suite à un diagnostic qui lui-même sera généré par l'optimisation de ces données. Donc ça permettra in fine de quoi? D'affiner, les parcours de soins, les différents diagnostics? Ça servira à la recherche scientifique fondamentale. Ça servira aussi, on l'imagine, ça reste à améliorer peut-être ou même mieux définir le parcours de soins et le diagnostic et le traitement qui va suivre ce diagnostic. Reste encore un certain nombre de modalités qui doivent être finement définies, que ce soit éthiquement, Ouais. déontologiquement, réglementairement. On y reviendra sur la question de l'éthique et même de la préservation de ces données. Stéphane, donc bonjour, vous avez créé le collectif Codata. Quand on a préparé cet échange, vous me disiez que le champ des possibles de l'exploitation de ces datas de santé était presque infini et surtout allait permettre vraiment d'affiner les parcours et demain sauver des vies, parce que c'est l'objectif. Oui, moi je suis assez confiant sur ce qu'on peut faire avec les données de santé. Alors évidemment, on peut être inquiet de leur exploitation et il faut que le cadre d'exploitation soit assez réglementé et sécurisé pour que tout le monde se sente à l'aise. Mais une fois qu'on a un cadre qui nous permet de travailler dans des conditions acceptables, on peut faire plein de choses. Alors évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle aux données de santé,
la première chose auquel on pense, ce sont des sujets de diagnostic, Mhm. d'aide au diagnostic. J'aime bien dire que Dr House est mort, en fait. On n'a plus besoin de Dr House si on sait bien exploiter de la donnée. On est capable de faire des bons algorithmes pour trouver les bons diagnostics. Donc que ce soit dans de l'imagerie ou dans d'autres domaines médicaux, dans de l'ophtalmo, dans de la cardio, etc. Le deuxième sujet qui est moins connu et qui est beaucoup utilisé, notamment sur les données de vie réelle. Donc, les données de vie réelle sont un champ de données de santé qu'on appelle en anglais Real World Evidence, qui est un sujet important de données de santé. C'est les sujets d'errance diagnostique, par exemple. Donc, dans le parcours de soins, il y a souvent des sujets d'errance diagnostique. Et ces sujets d'errance diagnostique, notamment dans les maladies rares, Mhm. peuvent être étudiés grâce aux données. Donc, on voit que vous avez été d'abord voir votre généraliste, qui vous a guidé vers un spécialiste. Vous avez encore des symptômes, puis vous avez fait 3, 4 fois des analyses de sang, puis un autre spécialiste avant de trouver la personne à l'hôpital Intel qui vous a trouvé que vous étiez dans une maladie qui atteint 150 personnes par an en France. Ce genre de sujet-là, avec un suivi longitudinal des données de santé dans un cadre qui est respectueux des lois, nous permet de craquer ça. Et le deuxième gros sujet, je dirais, c'est un sujet autour de, par exemple, des interactions médicamenteuses non programmées et qui pourraient donner des sujets bénéfiques. Et donc, un des sujets qui a été développé au Health Data Hub montre des interactions bénéfiques. Alors, je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne connais pas exactement le nom et le champ thérapeutique qui est associé, mais une certaine population qui prenait un médicament a l'air de mieux réagir à un traitement par rapport à ceux qui ne prenaient pas ce médicament, mais alors que ce médicament n'avait rien à voir avec le traitement en question. Donc, ce genre de choses peut être trouvé, analysé que en regardant les données de santé. Et je passe des champs d'application comme la non-observance des maladies chroniques ou d'autres. Alors, vous avez réalisé un certain nombre de cas d'usage au sein du collectif Codata. Déjà, quels sont les membres de ce collectif et est-ce que vous avez un exemple à donner justement de ces cas d'usage? Alors, on a créé ce collectif pendant le premier confinement, en se rendant compte, on s'est appelé avec quelques amis qui sont dirigeants de start-up ou de boîtes françaises qui travaillent sur de la donnée, et on s'est rendu compte qu'on était, bon, je vais être politiquement correct, pas très bon sur l'exploitation de la donnée à date. Donc on pilotait pas la crise par l'exploitation de la donnée, on n'était pas très bon, donc on aurait pu se fendre d'un article dans la presse en disant c'est un scandale, utilisons. Et on a plutôt voulu dire bon, bah, nous on sait faire, on va créer un collectif. Au début on était une petite dizaine de boîtes, Equimetrix, Quantmetry, DataIQ, Quantoco, Saji et d'autres. Et rapidement, on est devenu 60 ou 70 boîtes. Le site existe toujours, la charte existe toujours. Vous pouvez aller voir le site du collectif. Et, euh, et on s'est dit, bon voilà, on est à disposition des institutions au sens large pour vous aider à exploiter les données, à développer des cas d'usage. Et donc il y a eu des cas d'usage pour la BPI, pour le ministère de l'Éducation, et quand même, on était dans une période de pandémie, beaucoup de cas d'usage sur la santé. Et on a fait 2 cas d'usage qui n'ont rien à voir. Enfin, on en a fait une petite dizaine en santé, mais Mhm. j'en évoquais 2 là. Un premier, c'est un modèle pandémique qui s'avère assez exact sur la suite des vagues, en essayant de modéliser paramètre par paramètre, ouverture des écoles, ouverture des restaurants, qu'est-ce que ça va impacter dans les vagues successives. Et donc ça, on a fait ça avec des chercheurs de l'INSERM, avec des chercheurs de Dauphine, et on a fait ça avec quelques sociétés du collectif, et des autres cas d'usage encore plus terre à terre sur l'impact euh, du confinement, sur le traitement du cancer du sein et sur les retards. Donc on a fait ça avec Unicancer sur les retards de traitement dans le cancer du Dû à sein la ou les crise retards du sanitaire. dépistage sur le cancer du sein. On a fait aussi un cas déjà avec une autre association qui s'appelle Rénalou sur l'impact de la crise sanitaire dans le traitement des insuffisances rénales. Donc pour essayer de voir, en fait, c'était la grosse question qu'on se posait. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire plus de mal que de bien en fermant toutes les portes parce qu'on enlevait des traitements à d'autres pour en avoir d'autres? La question, c'est donc justement quel était l'impact. Et donc, on s'est servi des données pour faire ce genre de cas d'usage-là.
D'accord. Alors, autour des données de santé, il y a aussi les problématiques de collecte de ces datas, du traitement des datas et aussi de la préservation de ces datas. Gilles, selon vous, quels sont les principaux problèmes soulevés justement par cette croissance exponentielle des données en termes de collecte, traitement et préservation? En fait, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème. Il faut rassurer sur la protection des données de santé, de la vie privée, du secret médical. Tout est mis en place aujourd'hui. Je crois qu'on peut être rassuré dans cet objectif de manière relativement efficace. On est quand même au démarrage de cet essor. Donc, la pratique démontrera ou non que tous les barrages et toutes les protections auront été efficaces ou non. Néanmoins, on peut être en tout cas sûr que le législateur français et d'autres juridictions veillent à cela. Un certain nombre de garde-fous existent. Le HDH est fiable. Les dispositions Alors, le HDH, le Health Data Hub. oui, sont complètement verrouillées. On n'est jamais à l'abri de tentatives d'exploitation anormale, voire criminelle, au sens du droit pénal, de ces données de santé telles qu'elles sont collectées, traitées, rassemblées et exploitées. Tout est mis en place, encore une fois. Je pense que chacun est conscient des enjeux. Il y a d'autres enjeux que ceux-ci, sur lesquels on pourrait encore peut-être discuter. J'en pense à un enjeu qui est celui de la formation, parce que je pense que le médecin, le professionnel de santé doit rester au cœur de tout ce dont on parle. Donc, disposer de la maîtrise de l'outil, rester au contact du patient, être formé lui-même à tous ces enjeux, parce que sans formation, il ne pourra en faire pas grand-chose. La recherche scientifique, puis le praticien sur le terrain doivent être intégrés un peu plus qu'aujourd'hui, mais c'est normal, on est étape par étape, rien d'anormal. Mais il faut y penser, et peut-être réfléchir aussi à réglementer tout ça, réglementer de manière légitime, pas de sorte de faire des options complémentaires, pas empiler les contraintes. Et le deuxième enjeu, et peut-être que ce sera votre question ensuite, c'est la valorisation de tout ça. Il faut bien économiquement, financièrement, s'y retrouver, savoir où on va, que la France et d'autres pays puissent tirer leur épingle du jeu de tout le dispositif qui est maintenant créé. Je crois que l'entreprise de Stéphane y contribue et clairement un exemple de réussite française sur ce sujet. Et donc, je lui laisserai peut-être plus développer parce que, sincèrement, voilà un exemple où la France s'est emparée du sujet et aura probablement un rôle leader. Mais pour moi, cet enjeu de valorisation est peut-être aussi important que celui de l'enjeu humain, médical, scientifique, car sans valorisation, l'enjeu premier médical risque de souffrir. Justement, Stéphane, quels sont selon vous ces enjeux pour vous de collecte, de traitement et de préservation? Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. D'abord, le sujet de la formation des médecins est essentiel. Donc, je parle et je suis entièrement en phase là-dessus. Les médecins vont changer de manière de travailler. Avant, on allait voir une encyclopédie médicale quand on allait voir un médecin pour savoir ce qu'on avait. Ce boulot-là, il va être pris par les données. Donc, il va falloir qu'ils changent leur manière de travailler. Et beaucoup d'entre eux l'ont accepté, l'ont déjà ingéré dans leur manière de travailler et le font. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième enjeu sur la valorisation, alors je ne suis pas un expert, et ça, Gilles le sera plus que moi sur la législation. Je ne crois pas qu'on ait le droit de valoriser de la donnée en elle-même. En tout cas, pas en Europe, pas en France. On n'a pas le droit de vendre de la donnée de santé. On a le droit de vendre des services autour de la donnée. Voilà, exactement. Voilà, donc on n'a pas le droit. Merci pour la précision. Voilà, donc on n'a pas le droit de vendre de la donnée, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. On est d'accord Aux aussi. États-Unis, vous avez le droit d'acheter des fichiers de données et puis de les exploiter pour faire des campagnes marketing, ce que vous voulez. Ça coûte assez cher d'ailleurs, et les laboratoires sont bien obligés parfois d'acheter des fichiers pour faire de la R&D là-dessus. Donc en Europe, on n'a pas le droit d'acheter de la donnée, on a le droit d'acheter des services autour de la donnée. La question, c'est tous ces services et cette valeur autour de ces services, comment, dans un cadre respectueux, on arrive à la récupérer et à faire en sorte qu'elle existe et qu'il y ait une certaine souveraineté autour de ça. Vous ne l'avez pas cité tout à l'heure. Suite au collectif, on a créé une entreprise avec les membres du collectif qui s'appelle Clérop, et cette entreprise a pour objet justement de créer
un outil data qui permet de collecter, traiter, visualiser, exploiter la donnée dans un cadre souverain européen. Donc de se dire, OK, on a perdu beaucoup de bagarres industrielles contre la Chine et les États-Unis. On n'est pas obligé de perdre la bagarre de la data. On a perdu peut-être un bout de la bataille du cloud, on a perdu un bout de la bataille des téléphones portables ou d'autres. On n'est pas obligé de perdre la bagarre de la data et donc il faut qu'on s'y engage et on a les moyens humains et technologiques en France et en Europe de le faire. On était assez éparpillés. L'objet, c'était de se rassembler ensemble pour avoir une force là-dessus. Quel est cet outil? Quelle est cette solution? La solution qu'on propose est une solution, mais c'est une solution qui permet. Le cycle de vie de la donnée est un cycle de vie long. Il faut la récupérer, donc créer des connecteurs vers différentes sources. Alors, vous citiez tout à l'heure la montre. Donc, ça peut être votre montre connectée, la source, mais ça peut être la base de données de votre CHU, comme ça peut être le fichier Excel de votre médecin, etc. Donc, il y a plein de sources différentes que on récupère. Il faut donc récupérer la source, la stocker, évidemment. Donc, ça, on parle de toute la partie stockage et cloud. La pré-traiter pour qu'elle soit mise en qualité. La cataloguer pour qu'on puisse en tout cas qu'on puisse parcourir les catalogues de données et voir en fait de quoi il s'agit, etc. Et puis faire des algorithmes dessus, donc coder, les mettre dans une base de données, faire des relations dessus. Et puis la visualiser, parce qu'à la fin, il faut quand même que le rendu soit visuel et qu'on puisse... On voit Olivier Véran de temps en temps montrer ses écrans derrière lui avec les courbes, les tableaux, etc. Donc ça, c'est le début de la visualisation, mais on peut aller plus loin dans les sujets de visualisation. Et puis, derrière, faire des algorithmes prédictifs et en tirer de la valeur. Se dire, OK, quelles sont les typologies de personnes qui vont le mieux réagir à ce traitement? Quelles sont les typologies de personnes qu'il faut relancer parce qu'elles n'ont pas suivi leur traitement de maladie chronique? Quels sont les gens sur lesquels je dois faire les essais cliniques pour que mon médicament soit plus performant, etc. etc. Et donc l'outil permet de couvrir l'ensemble du cycle de vie de la donnée. Et c'est aujourd'hui, en France et en Europe, ces outils-là sont assez séparés les uns des autres. Notre objet, ça a été de rassembler ce collectif tout ensemble pour créer un outil commun. Il y a une problématique importante aussi, c'est la sécuriser, cette donnée. C'est une donnée Évidemment. qui intéresse beaucoup de monde. Quelles sont aujourd'hui les garanties, que ce soit de votre solution ou d'une manière générale au niveau du HDH, pour sécuriser ces données et faire en sorte qu'elles ne soient pas utilisées à mauvais escient? Question Oui, pour alors tous les deux. il y a des réponses juridiques. Bien sûr. Le HDH suit des réglementations qui sont précises et notamment doit se conformer au référentiel de sécurité du SNDS, donc le Système national des données de santé, donc, qui est un gros pavé de beaucoup de pages dans lequel il y a toutes les règles sur on doit pouvoir suivre ce qui a été fait à chaque instant, on doit suivre les logs de gens, les traitements qui ont été faits. Une fois qu'on dit qu'on fait un traitement, on n'a pas le droit de faire un autre traitement, etc. etc., etc. Donc il y a une bonne tripotée de règles à suivre. Donc ça, c'est la partie juridique qui l'encadre. Après, technologiquement, il faut faire en sorte de limiter les risques. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que demain, des entreprises malveillantes, comme tu le disais, puissent attaquer nos serveurs où qu'ils soient hébergés? Ok, se défendre, de se dire non, nous, on n'est pas attaquable. Je ne sais pas qui peut le dire aujourd'hui s'il est Risque connecté zéro, quelque c'est ça. part à La Internet. cyberattaque est par définition du domaine du possible, Bien sûr. du Donc on fait le probable. maximum pour limiter les sujets. On pseudonymise les données pour ne pas qu'elles soient on dit en anglais rétro-engineering, qu'on puisse récupérer en arrière les données personnelles des personnes. On suit les logs de ce qui se passe pour pas qu'il y ait des gens qui puissent venir regarder ce que vous avez fait ou d'autres. Et on met tous les pare-feux de sécurité qui nous permettent de construire là-dessus. Après, les règles, je pense qu'on est dans une région du monde où les règles, elles sont assez bien faites et assez protectrices. Parfois même, certains s'en plaignent parce qu'elles nous permettent pas de faire toutes les innovations qu'elles nous permettraient de faire. Donc je ne crois pas qu'il faille rajouter des règles. Mais peut-être que Gilles peut dire un mot là-dessus. Non, non, je crois qu'il faut être pragmatique. On ne peut pas scléroser cette puissance analytique, diagnostique, par un empilement de règles trop contraignantes. En revanche, on doit être réaliste. La cyberattaque est toujours du domaine du possible.
La cyberattaque pourrait consister à voler la valeur économique Mhm. de ces données, pourrait consister à vouloir tracer tel ou tel type d'individu à des fins diverses et même d'exploitation scientifique pour un but lucratif. Rien n'est exclu. Donc il faut à la fois se protéger évidemment par des règles, mais les règles n'ont jamais empêché la commission de délits. Et donc il faut qu'en pratique et matériellement, le système tel qu'il est réponde à ce cahier des charges qui est un des plus stricts dans le monde, celui que nous avons ici en France, pour pouvoir résister à ces tentations de détournement, d'accaparement de la donnée. Alors, on en a un petit peu parlé avant de rentrer en plateau aujourd'hui, la question de la préservation de ces données, et notamment les données du Health Data Hub. Euh, Ce débat autour, alors un débat aussi sur la souveraineté, hein, on peut en parler aujourd'hui. Est-il préférable que ces données de santé de Français soient stockées en France, voilà, où la sécurité offerte par Microsoft offre toutes les garanties nécessaires? Tu veux que je démarre, Stéphane? Vas-y. On a la meilleure solution. On est d'accord avec Stéphane. Microsoft, d'ailleurs, est le seul organisme qui a pu répondre au cahier des charges le plus strict possible qui a été mis en place pour le HDH. On peut regretter que Microsoft ne soit pas français. C'est dommage, mais ça n'est pas le cas. On a perdu, comme le disait Stéphane, cette bataille. On pourrait peut-être aussi s'assurer vis-à-vis de Microsoft que tout est en place pour sécuriser la valorisation des efforts de collecte et de traitement que nous pouvons faire en France. Ça, c'est de la négociation avec une partie contractante dans laquelle la France doit peser de tout son poids. On doit veiller à ce que Microsoft, dont le pays d'origine est la première puissance mondiale, ne soit pas un levier diplomatique. On pourra regretter de devoir prendre en compte ce levier diplomatique, mais la réalité, c'est que l'objectif du HDH était d'être efficace et protégé, et donc sécurisé, et donc ne pas créer de phobie chez les patients, dans la population européenne, française. Bon, voilà. Mais là-dessus, je pense qu'on a mis tout ce qui était possible aujourd'hui en place pour protéger cette nouvelle donne de données de santé. Merci beaucoup, Gilles. Stéphane, Oui, sur cette on en a question. discuté avant, donc il y a plusieurs niveaux quand on parle de souveraineté. Donc il y a le risque de se faire attaquer. Là, on peut en parler longtemps, mais que nos serveurs ils soient à Paris ou à Washington, le risque de se faire attaquer, à mon avis, est assez équivalent. Et je ne crois pas que quelqu'un puisse se targuer d'être plus sécure que l'autre. Donc celui-là, oublions-le. Il y a le risque juridique. Donc il y a un risque juridique, il y a des lois américaines dont tout le monde parle sur le Cloud Act, le Patriot Act, etc., il faut les regarder dans leurs détails, qui peuvent imposer à certains éditeurs américains de fournir des données précises à l'État américain sur demande. Donc ce risque-là, il existe. Il se trouve que les données du Health Data Hub sont pseudonymisées, donc même si on demandait les données de Stéphane Nessika sur le Health Data Hub, on ne pourrait pas les retrouver. En tout cas, Microsoft n'aurait pas les moyens de les retrouver parce qu'il n'a pas la clé qui lui permette de les retrouver. Donc, il ne pourrait pas répondre à une éventuelle injonction de la justice américaine. Mais, ok, c'est un risque qui existe et qu'il fallait mettre dans la balance. Et cette loi, évidemment, elle existe là-dedans. Le troisième sujet, souveraineté, celui dont tu parlais, c'est un risque plutôt diplomatique. Donc, se dire, aujourd'hui, où est-ce qu'on met la barre dans ce qu'on maîtrise, dans ce qu'on ne maîtrise pas. Et donc, de dire, tout l'environnement cloud, on ne le maîtrise pas, ça met un risque diplomatique, quel qu'il soit. Alors après, il faut le mesurer aussi, de se dire, demain, quelqu'un arrive au pouvoir aux États-Unis et décide que les entreprises américaines, elles doivent être surtaxées fois je ne sais pas combien pour leur service cloud. Comme on décide que l'importation du fromage français ou du vin français est surtaxée dans l'autre sens. Donc ça pourrait être la même chose. Et donc du coup, de nous retrouver dans un moment de dépendance où nos tarifs de cloud seraient x3, x4, x5. Et là,
comme on a perdu la souveraineté de ce bout-là, on se dirait, mince. C'est euh, peut-être le risque le c'est- plus important. à mon sens, c'est le risque le plus important, même si beaucoup se concentrent sur le risque juridique. Et moi, je suis pas un expert là-dessus, et donc il faut voir où est-ce qu'il existe réellement. Mhm. Pour moi, le risque le plus important, c'est un risque de dépendance technologique qu'il faut qu'on arrive petit à petit, sans griller. Alors, on a dépensé beaucoup moins d'argent que les compagnies américaines sur les développements technologiques, mais et peut-être de manière beaucoup moins coordonnée que le géant américain. On l'a fait de manière beaucoup plus parsemée. Le risque, pour moi, il est là, et il est comment ensemble on arrive à sécuriser des bouts technologiques et à les rendre souverains dans leur acception. Très bien. Sur ce risque juridique, vous voulez ajouter quelque chose, Gilles, peut-être? Je suis d'accord avec Stéphane sur Mm. l'analyse du risque juridique. Il est relativement ténu pour l'obtention d'informations sur une personne donnée. C'est même plus que ténu, c'est quasi impossible et ça n'a aucun intérêt et ça n'intéresse personne, y compris ceux qui pourraient y penser. Je pense plus à une... on est dans une guerre économique permanente, même avec nos meilleurs alliés. Il faut s'en rendre compte. Nous sommes concurrents potentiels des États-Unis. Les États-Unis sont concurrents d'autres pays. Peu importe, c'est une guerre économique sans mort, mais c'est quand même une lutte pour des hégémonies et des prises de position financières. Bon, les GAFA vivent à 90% de la monétisation de données, pas forcément de santé, mais de données de vie privée. Si la France ou l'Europe décident de taxer encore plus lourdement que ce qui est envisagé les GAFA, on peut imaginer de l'autre côté une réaction qui est de dire, écoutez, vous êtes bien gentil, vous voulez taxer nos GAFA, ça va très bien. On va pouvoir, nous aussi, faire quelque chose sur l'hébergement et le traitement des données de santé. Et donc, vous voyez, mais on peut le regretter, mais je n'ai pas en l'état de solution particulière, sauf à être sur une puissance économique et juridique, d'ailleurs, suffisamment efficace pour pouvoir donner le change dans l'hypothèse où cela se présenterait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour ce débat que Merci, vous pourrez Coralie. retrouver en replay très prochainement sur le site de Décideur Magazine. Merci Merci. Stéphane, merci Gilles. Bonne Merci. journée à tous. Merci. Merci.